Édition spéciale ce matin sur Radio J, toujours aux côtés de Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Et notre invité à présent, c'est le président du CRIF, Francis Khalifa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, d'être avec nous justement en studio ce matin. On parle donc de ces résultats. Emmanuel Macron réélu président de la République, 58,6% des voix face à Marine Le Pen, 41,4% des voix. Meilleur score tout de même pour l'extrême droite en France. Alors j'imagine que si vous êtes rassuré, puisque vous n'aviez pas masqué vos inquiétudes sur les demandes de Marine Le Pen, abattage rituel, port de la kippa menacée, etc. C'est quand même quelque chose de très inquiétant. Oui, c'est une double réaction ce matin. D'abord, une réaction de soulagement parce que le Rassemblement national est resté aux portes du pouvoir et c'est bien pour notre pays, mais c'est bien pour la communauté juive et pour les Français juifs aussi, parce que nous connaissions le programme de Marine Le Pen. Et puis, c'est une inquiétude aussi, une triple inquiétude. D'abord, parce que le Rassemblement national, certes, est aux portes de l'Élysée, mais avec un score très haut, un score qui est tout de même historique. Oui. La deuxième chose, je crois, c'est que le taux d'abstention est très important, je crois que il faut le souligner également. Et puis la troisième inquiétude, c'est de voir finalement que les populistes dans notre pays représentent pas loin de 60% de la totalité de l'électorat. Et je crois que c'est une véritable inquiétude. Je crois que c'est un avertissement qui est lancé là. Et je crois qu'il va falloir justement trouver le moyen de réduire cette menace populiste, qu'elle soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui est aujourd'hui présente de façon, je dirais, presque constante dans notre pays depuis de nombreuses années maintenant. Mickaël Darmon. Il y a eu un débat pendant cette entre-deux tours, puisque vous avez appelé en tant que CRIF effectivement à faire battre Marine Le Pen. D'autres corps constitués religieux ne l'ont pas fait, notamment la Conférence des évêques de France. Est-ce que au fond vous prenez pas en faisant cela un risque de dire il y a une sorte de vote juif alors que officiellement il n'y en a pas? Il n'y a pas je vous redis à ce micro qu'il n'y a pas de vote juif, bien évidemment, et ça se saurait s'il y avait un vote juif, et peut-être que les résultats du Rassemblement national auraient été différents. En tout cas, il n'y a pas de vote juif. Mais il est de notre devoir aussi de souligner les dangers que représentent certaines idéologies politiques dans notre pays, d'abord pour la République elle-même et pour l'ensemble, pour la France, et puis plus spécifiquement, puisque c'est aussi notre vocation de parler de ce qui concerne les Français juifs, et plus spécifiquement pour les Français juifs, et les extrêmes n'ont jamais, et on l'a vu dans l'histoire du monde, les extrêmes n'ont jamais été bons pour les peuples de toute façon. Donc bien sûr que pour nous, traditionnellement, de toute façon, le CRIF ne fait pas de politique partisane, mais il s'inscrit toujours dans le rejet des extrêmes. Oui, on vous avait reproché notamment d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Oui, parce que là, le choix était clair. Le choix était clair. Au premier tour, il s'agissait d'appeler à faire barrage aux extrêmes, mais au second tour, le choix était clair. C'était entre l'extrême ou Emmanuel Macron, et bien évidemment, le choix était clair pour nous, c'était Emmanuel Macron. Et face à ces fractures, comment peut-on refaire nation dans les mois ou les années qui viennent ? Écoutez, il appartient au président de la République d'abord d'écouter l'ensemble des Français et non pas la partie des Français qui s'est prononcée pour lui ou pour son programme. Et je crois qu'il faut qu'il puisse répondre aux inquiétudes de l'ensemble des Français qui ont été exprimées à travers ces votes pour les partis extrêmes. Parce qu'on peut pas dire que dans notre pays il y a 42% de fascistes. Non, il n'y a pas 42% de gens qui se définissent comme fascistes ou comme gens d'extrême droite forte, dure, et qui se reconnaissent dans le programme Il y a une colère sociale, évidemment, dans ces 42%. Oui. Il y a aussi une inquiétude ou une colère identitaire. Est-ce qu'il faut l'entendre ? Je crois qu'il y a surtout un besoin de sécurité de notre pays. Je crois que les questions qui ont été posées par les Français au cours de cette élection, ça a été, et on l'a vu bien sûr, le pouvoir d'achat avec cette nécessité. Donc c'est cette colère sociale qui s'est exprimée, mais il y a aussi cette colère qui s'est exprimée de ce besoin de sécurité. Et nous, Français juifs, sommes bien placés aussi dans cette demande de sécurité, parce que c'est pas à ce micro que je vais rappeler qu'il y a tout de même eu 12 Français juifs qui ont été assassinés depuis le début des années 2000 uniquement parce qu'ils étaient juifs, et je vais pas ce micro non plus que je vais rappeler combien l'antisémitisme est prégnant dans notre société. Alors, ce qui retient l'attention, c'est quand même la satisfaction des vaincus. Hier soir, où il y avait un discours de gagnant de la part des candidats éliminés, et on a vu une liesse moins importante du côté du président réélu. Est-ce que tout cela, au fond,
situation n'appelle pas aussi à une régénération démocratique lors de ce prochain quinquennat, de manière justement à faire reculer les extrêmes, de manière à faire revenir les gens vers les urnes? Est-ce que vous appelez de vos voeux cette évolution? Bien sûr, mais je crois que vous l'avez dit, le triomphe était modeste et la défaite était triomphante. Donc c'est ce qu'on a pu constater. Mais c'est vrai que dans les deux cas, on retrouve la réalité de ce qui s'est passé hier. C'est qu'on a un Emmanuel Macron qui gagne ses élections avec une avance confortable. C'est-à-dire que notre crainte c'était bien sûr qu'il perde et que le Front National ou le Rassemblement National entre à l'Élysée, mais c'était aussi que l'écart soit tellement petit que finalement ça aurait été considéré comme une défaite. Là, l'écart également est important, mais les problèmes politiques ne sont pas réglés en réalité. C'est-à-dire que tout le monde s'est projeté immédiatement vers l'élection d'après. C'était assez étrange. Mais l'étrangeté de cette situation, c'est que c'est vrai que l'élection d'après est le troisième tour de cette présidentielle. Parce que comment le pays va-t-il être gouverné? Le président de la République aura-t-il une majorité? Allons-nous nous retrouver dans une cohabitation, mais une cohabitation quasi impossible, car il s'agit là d'une cohabitation qui se ferait ou avec un des deux partis extrêmes. Donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Donc il y a aujourd'hui une nécessité de retrouver une coalition, une majorité républicaine avec un gouvernement qui puisse travailler. L'extrême droite n'a jamais été aussi haut placée avec donc après 5 ans donc de premier quinquennat donc d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'en est pas aussi responsable? Mais je crois que oui, bien sûr. Tout le monde est responsable. Lui porte sa part de responsabilité puisqu'il avait les manettes. C'est lui qui était au pouvoir, donc il porte une part de responsabilité. Mais je crois que c'est l'ensemble. Je crois qu'il y a aussi un rejet des partis républicains traditionnels que l'on a vu avec une quasi disparition du Parti socialiste et des Républicains au premier tour de l'élection. La seconde, on sait que les législatives, ce ne sont pas les présidentielles, et donc là, il s'agit de personnalités qui sont plus implantées sur le terrain, etc. Nous espérons que ces partis républicains vont retrouver un peu de dynamisme et de vigueur, et que notre pays puisse retrouver un véritable débat démocratique dans les 5 années qui arrivent. Dans les bureaux de vote installés en Israël, on voit un raz-de-marée d'Emmanuel Macron au second tour, mais il y avait eu un fort vote Éric Zemmour au premier tour. Qu'est-ce que ça signifie voter Zemmour au premier tour, Macron au second? Je crois que ça signifie un rejet au premier tour d'Emmanuel Macron et une crainte au second tour, tout de même, de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir. Rejet d'Emmanuel Macron Oui. pour sa politique internationale, parce qu'il ne défend pas assez la communauté juive face à l'antisémitisme en France? Je crois que pour les Français d'Israël, c'est surtout la politique internationale, je crois. Et il y a bien sûr le problème d'antisémitisme qui est toujours présent, mais c'est aussi la politique internationale avec les décisions, les votes à l'ONU, les votes sur Jérusalem. Mais un président qui a quand même affirmé que l'antisionisme c'était le nouvel antisémitisme. On lui a pas donné quitus de cette démarche? Parce que sur le terrain, on ne voit pas la différence entre les déclarations et les actions qui sont menées. On ne peut pas dire continuellement que le nouvel antisémitisme, c'est l'antisionisme, et puis à côté de ça, ne pas. Alors même si on a vu quelques gestes qui ont été faits, n'oublions pas la dissolution de Palestine vaincra, n'oublions pas la déclaration très forte d'Emmanuel Macron au dernier dîner du CRIF, quand il parle de Jérusalem et qui qualifie Jérusalem de capitale éternelle du peuple juif. Alors c'était Jean Castex qui l'a prononcé, mais c'était le discours d'Emmanuel Macron. Donc je crois que là on a un pas important qui a été franchi et qui a aussi quelque part été entendu par ces Français israéliens. Vous serez vigilant sur le titulaire du futur portefeuille du Quai d'Orsay, puisqu'on sait que Jean-Yves Le Drian s'arrête, par rapport à cette politique proche-orientale de la France? Tout à fait. Je crois qu'il est important qu'on retrouve une politique internationale et une politique à l'endroit de la région et de l'État d'Israël qui soit beaucoup plus équilibrée, qui soit une politique qui tienne compte de la réalité et de l'évolution de la réalité dans la région. Post-accord d'Abraham. Bien sûr.
La bataille des législatives va commencer justement. Jean-Luc Mélenchon, on l'attend aussi au tournant. C'est intéressant d'avoir votre positionnement aussi sur ce troisième homme qui est arrivé aussi en très bonne position lors du premier tour. On a vu aussi certains personnages, enfin en tout cas il a salué certains personnages comme Taha Bouaf qui avait parlé notamment du dîner du CRIF, qui avait fait une allusion très antisémite notamment par rapport au dîner du CRIF. Ça vous inquiète aussi qu'il y ait ce genre de personnage qui gravite autour de Jean-Luc Mélenchon? Mais tout à fait, nous sommes plus qu'inquiets parce que je crois que l'inquiétude, et encore une fois, je ne veux pas que à ce micro laisser penser que l'inquiétude ne serait que en regardant du côté de Marine Le Pen. L'inquiétude est la même lorsque je regarde du côté de Jean-Luc Mélenchon, parce que je crois que les deux sont dangereux, et les deux sont dangereux d'abord pour la France, et les deux sont dangereux pour les Français juifs. Donc je considère qu'il y a un vrai défi à relever pour ces législatives. Je crois qu'il y a une véritable mobilisation à avoir. Là encore, le CRIF ne prendra pas de position partisane, mais fera savoir, encore une fois, son souhait de voir les extrêmes être rejetés des votes des citoyens français. Une fois de plus, si ces extrêmes sont aujourd'hui en situation d'alternance, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail méthodique durant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron de fracturer la droite, de siphonner ses partis de gouvernement et de mettre en situation de quasi-alternance un personnage comme un responsable politique comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que là, vous appelez pas aussi à une vigilance par rapport à cette démarche? J'ai envie de vous dire que dans ce domaine, Emmanuel Macron s'est retourné vers un maître qui était François Mitterrand, qui a fait la même chose avec le Parti communiste, qui a fait la même chose avec ce qui était le Front National de l'époque. Donc on voit bien qu'il y a aussi parfois des apprentis sorciers de la politique qui font qu'on se retrouve dans des situations qui sont plus compliquées que ce qu'elles n'étaient. Alors oui, il va falloir être vigilant, il va falloir trouver surtout les moyens de faire reculer. Il va falloir trouver les moyens de faire reculer les extrêmes dans notre pays, parce qu'encore une fois, c'est l'avenir de la République qui est en jeu. Une des spécificités d'Emmanuel Macron qui faisait largement la différence avec tous les autres, c'était son engagement européen pour une Europe puissance, une Europe vraiment d'influence. C'est un projet qui vous convient ? Tout à fait. Tout à fait, parce que je crois que cette Europe puissante, cette Europe est une Europe protectrice. C'est une Europe protectrice pour les peuples, une Europe protectrice pour les Juifs. Nous savons ce qu'a été une Europe désunie, l'Europe que nous avons connue qui a mené à 2 guerres mondiales et dont la seconde qui a été dramatique, puisque c'est 6 millions de Juifs qui ont été exterminés à cette occasion. Et force est de constater que depuis le début de cette construction européenne, nous sommes sur un continent qui est en paix, même si nous avons une guerre qui est aux portes de l'Europe. Vous dites effectivement l'Europe qui a protégé par rapport à la guerre, mais l'Europe est revenue la guerre est revenue au cœur de l'Europe. Le président Zelensky dit lui-même, nous sommes dans une guerre mondiale. Est-ce que vous craignez justement cette évolution vers un conflit généralisé? Pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'on se dirige vers ce conflit généralisé. Il y a aujourd'hui une guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. Ukraine qui a été agressée par la Russie. Je crois que l'aide qui est apportée à l'Ukraine est indispensable. Et suffisante ? Elle doit rester en tout cas dans les limites qui éviteront ce risque d'embrasement sur tout le continent européen. Merci beaucoup Francis Khalifa, président du CRIF, d'avoir été avec nous. Peut-être juste quelques secondes pour terminer, pour faire un rapide bilan aussi par rapport à la suite, à ce qui va se passer. Proclamation des résultats, ce sera le 27 avril, donc mercredi. Oui, mercredi, le Conseil constitutionnel donnera le résultat officiel. Il n'y a pas de suspense sur le vainqueur, on verra le chiffre retenu. Il devait y avoir normalement dans la foulée la démission du gouvernement, une sorte de tradition républicaine. Ça sera sans doute pas le cas. Depuis quelques jours, il semble s'imposer un scénario beaucoup plus lent, où compte tenu notamment de la situation internationale, Emmanuel Macron préfère ne pas précipiter les choses. Donc il y aura une réinvestiture du président pour un second quinquennat. Avant le 13 mai. Avant le 13 mai minuit. Il faudra écouter d'ailleurs les propos que dira Emmanuel Macron. Ça donnera un peu le tempo de son mandat. Et puis après, il y a la campagne législative qui va être compliquée comme on l'a vu. Absolument. Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci beaucoup Mickaël Darmon d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. À très bientôt.